Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Aujourd'hui, alors que le monde change rapidement, les droits historiques et culturels de l'Arménie occidentale continuent de susciter des questions cruciales, non seulement pour les Arméniennes, mais aussi pour la justice internationale. Pour discuter de ces enjeux, on a le privilège de parler avec une personnalité engagée, inspirante, une figure de proue dans la lutte pour la reconnaissance des droits du peuple arménien, le président du Conseil national de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abramian. Bonjour M. Abramian, merci de nous avoir invités et de nous accorder cet entretien. Nous sommes ici pour discuter des sujets essentiels liés à l'Arménie occidentale, ses défis actuels et ses perspectives d'avenir. Monsieur le Président, pourrez-vous nous parler de vos origines et votre lien personnel avec l'Arménie occidentale? Bien sûr. Tout d'abord, je voulais également vous remercier d'avoir accepté cette invitation et remercier Western Armenia TV ainsi que toute l'équipe qui, je sais, travaille dur pour être l'éclat de l'Arménie occidentale à travers le monde arménien, mais aussi à travers le monde en général. Alors effectivement, mon histoire concernant l'Arménie occidentale remonte à celle de mes grands-parents qui, mon grand-père, plutôt de Garin, et ma grand-mère, plutôt de Sébastia, ont, on va dire, formé une famille. Avec cette famille, ils sont arrivés en France dans les années 1920. Effectivement, mes grands-parents ont vécu le génocide. Ils ont souffert du génocide. La famille a été séparée. Une partie de la famille donc, est partie du côté, on va dire, de la Grèce, de la Bulgarie, une autre partie de la famille plus du côté de l'Arménie soviétique, voire de la Russie pour certains. Donc ça a été un réel déchirement de nos racines ancestrales, puisque nos grands-parents étaient plutôt des propriétaires de terrain. Ils cultivaient le blé. Et mon grand-père, par exemple paternel, était meunier, il avait un moulin. Et donc, grâce à ce travail, il arrivait à protéger la famille et à développer notre famille. Merci pour votre réponse. Votre famille a-t-elle conservé des traditions ou bien des souvenirs liés à cette région? Et si oui, lesquels? Bien entendu, puisque nous étions directement reliés à la semence de blé. Et mon grand-père, par exemple, faisait des tchorik incroyables, puisqu'il préparait lui-même sa levure. C'est-à-dire que quand il est venu travailler en France, il a travaillé donc, aux boulangeries parisiennes, et à cette époque, il n'utilisait pas la levure. Et mon grand-père, donc, a expliqué, par exemple, à sa hiérarchie, qu'il pouvait, avec la levure, faire gonfler la pâte et ainsi permettre d'avoir plus de pain avec la même quantité au départ de farine. Et tous ces savoir-faire, il les a apportés parce que de l'Arménie occidentale, déjà, il préparait. Moi, je vous assure que quand j'étais très très jeune, puisque mon grand-père paternel nous a quittés, j'avais 9 ans, j'ai écouté les préparations, les pâtisseries qu'il préparait, mais à la façon de l'Arménie occidentale. Et c'était, j'ai jamais retrouvé encore cette façon-là, réellement. Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à vous engager dans la défense des droits de l'Arménie occidentale? Alors, il faut bien comprendre que la première fois que je suis venu en Arménie, c'est en 1971. J'étais très jeune, j'avais 11 ans, et je suis resté 3 semaines à Kirovagan. Et là, j'ai bien compris que j'étais presque chez moi, que j'étais chez moi en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait j'avais aucun problème avec cette jeunesse, puisque j'ai
Je suis resté 3 semaines dans un camp de pionniers et j'étais accompagné aussi de jeunes Français, de Bagneux d'ailleurs, qui étaient jumelés avec Kirovagan à l'époque. Et tout de suite, j'ai été imprégné de cette arménité. Enfin, déjà, j'étais imprégné de cette arménité par le biais de mes grands-parents. Mais ensuite, j'ai vécu ce moment inoubliable de 3 semaines à l'âge de 11 ans en Arménie soviétique. Et ça m'est resté jusqu'au moment du tremblement de terre. Jusqu'au moment du tremblement de terre, j'ai été très très pris par la souffrance des enfants. Il y a cette image qui m'est restée, puisqu'en fait c'était mes amis que j'avais déjà rencontrés quelques années auparavant. Ces enfants souffraient et du tremblement de terre. Et moi, à l'époque, j'étais, en plus de mon métier, j'étais professeur d'arts martiaux et j'avais constitué le High Jampa, l'art martial arménien. Et j'avais aussi mes enfants, mais mes enfants étaient quand même protégés par rapport à ce qu'on avait vécu durant ce tremblement de terre en 1988. Et donc j'ai pris la décision, et à l'époque c'était encore l'Arménie soviétique, de trouver des moyens pour pouvoir très vite venir en Arménie soviétique. Et donc, en venant en Arménie soviétique, j'ai retrouvé ce que j'avais quitté en 1971, cette atmosphère de l'Arménie, cette camaraderie, ce côté familial que j'avais quitté en 1971. Et en fait, c'est ça qui était le plus important à l'époque, c'est cette fraternité qu'on avait entre nous et qu'on retrouvait donc dans tous les moments de la vie quotidienne. J'ai donc monté plusieurs écoles de High Jampa et j'ai préparé notre jeunesse à l'époque à essayer psychologiquement de se soigner, de sortir de cette souffrance due au tremblement de terre. Mais tout de suite au moment où on a commencé donc à ouvrir les écoles, on commençait les pogroms à Bakou, à Sumkhaït, à Ganja. On commençait, les Azéris commençaient à massacrer les populations arméniennes. Donc j'ai vécu ça au fond de mon cœur, directement, et tout de suite j'ai compris qu'il fallait absolument réagir, qu'il fallait non pas seulement s'occuper des enfants, mais aussi s'occuper des adultes, puisque à l'époque nous n'avions pas d'armée nationale. Et c'est vrai que j'ai eu la chance à cette époque, puisque j'avais plusieurs écoles, jusqu'à Abaran, j'ai eu la chance de rencontrer mon commandant Léonid Askaldian, qui a apprécié mon style de travail, la préparation vis-à-vis des jeunes et des moins jeunes, et qui m'a demandé si je pouvais réaliser le même travail en Artsakh. Et bien entendu, j'ai tout de suite accepté, mais on s'est quitté. On s'est quitté plusieurs semaines, et moi, de mon côté, j'étais imprégné de cette idée, si des Arméniens souffrent, je dois être à leur côté. Et ainsi, après la libération de Khojalu, j'ai décidé de rejoindre Artsakh. Donc je suis allé à l'aéroport de Yerevouni, et là il y avait un groupe de Fedaïn, celui de Leninavan, qui a pris la décision donc de rejoindre Leninavan. Et en discutant avec eux, j'ai dit, mais je pourrais vous accompagner, est-ce que vous voulez que je vous accompagne? Et eux m'ont dit, mais bien sûr Arménag, tu peux venir avec nous. Et j'ai rencontré un vieux monsieur. À l'époque, quand je dis vieux, il avait 66 ans, 67 ans, sûrement. Et j'ai dit, mais toi, à ton âge, pourquoi tu vas à Leninavan? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il me dit, mais moi, j'y vais à Arménag parce que je veux que mes enfants, pour le moment, restent ici. Donc, si vous voulez, il y avait à cette époque cet engagement de la population pour se protéger. Pour se protéger de quoi?
eh bien, de se protéger des massacres, du génocide et du nettoyage ethnique et des déplacements de population, et pour protéger leurs terres. En fait, quand on est parti en Artsakh, on est parti pour protéger nos terres. Pour nous, l'Artsakh, d'abord, l'Artsakh n'a jamais fait partie véritablement de l'Azerbaïdjan, et si vous voulez qu'on revienne sur cette question, on y reviendra. Et ensuite, pour nous, ne faisait pas partie de l'Azerbaïdjan, ni le Nakhitchevan d'ailleurs. Donc, voilà les racines de cet engagement qui font que on donne le meilleur de soi-même sans demander aucun retour. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que dans l'esprit, on est pleinement dans notre engagement, on ne demande aucun retour, on veut le bien pour tout le monde. Mais on veut aussi le bien pour les Azéris, sauf que les Azéris avaient déjà pris la décision de nettoyer à l'époque les populations arméniennes de l'Azerbaïdjan jusque les populations arméniennes d'Artsakh, voire, pourquoi pas, poursuivre le conflit jusqu'en Arménie soviétique. Donc tout ça, c'était déjà dans le programme azéri. C'est là qu'il faut comprendre que les Arméniens, quand on est parti, moi je suis parti à Khojalu, ensuite donc j'ai rencontré le général Arkady Deltatevosyan, et en rencontrant le général Deltatevosyan, il m'a demandé de préparer un programme de travail, d'entraînement, que j'ai préparé, que j'ai soumis au général. Le général a validé mon programme d'entraînement et ensuite m'a confié plus de 50 jeunes fidaïns, donc jeunes soldats, pour que je puisse les préparer. Et en fait, j'ai préparé ces jeunes pour l'opération de Chouchi, qui devait avoir lieu donc, au mois de mai 1992. Donc si vous voulez, c'est très clair, on sait exactement pourquoi on s'engage à protéger nos enfants, et nul ne peut nous accuser de vouloir protéger nos enfants, de vouloir protéger notre population, et ensuite de protéger notre terre, puisque c'est une terre, comme vous le savez, depuis plusieurs milliers d'années, c'est une terre arménienne. L'Artsakh est une terre arménienne, et elle le restera, même si aujourd'hui, je considère qu'elle est souillée par les forces militaires de Bakou. L'Artsakh restera arménien. Et c'est là que, durant mon travail, j'ai rencontré, puisque j'étais en fait au quartier général des forces armées d'Artsakh, j'ai rencontré un jour Léonidas Kalian qui m'a vu et qui me dit « Marmenag, qu'est-ce que tu fais ici ?» Ben, j'ai dit voilà, j'ai un programme, etc. Et je poursuis ce programme. Mais il me fait « Mais on a besoin de toi sur Mardagert, il faut absolument que tu viennes. » Ben, je dis « La moindre des choses, c'est que tu te mettes d'accord avec le général Deltatevosyan. Et puis, pourquoi pas, moi je te suis. On avait déjà décidé d'être ensemble, alors on continuera d'être ensemble. » Et ainsi, j'ai rejoint la région de Mardagert et j'ai continué mon travail de préparation sur nos jeunes, et nos moins jeunes aussi, de la région de Mardagert. J'ai vécu des moments très forts. J'ai vécu des moments, pour moi, bien entendu, inoubliables, mais pas seulement pour moi. Pour tous ceux avec qui on était à l'époque, on a vécu des moments extraordinaires, puisqu'on était en train de se reconstruire. On était en train de reconstruire tout notre système de défense et de protection de nos terres et de notre population. Et j'ai rencontré des gens engagés. Nous avions des gens engagés, des gens qui savaient exactement pour quelles raisons ils résistaient contre l'envahisseur, donc à l'époque azéri. Ces moments-là, vous voyez, à un moment donné dans notre existence, on peut rencontrer des gens exceptionnels. Et moi, j'ai eu cette chance-là, sur le terrain,
de rencontrer des gens exceptionnels, des gens engagés et qui sont prêts, qui étaient prêts et qui sont toujours prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur propre existence, pour pouvoir, le meilleur de nous-mêmes, c'est notre existence. Nous avons reçu, nous avons obtenu cette existence, le fait de vivre, et c'est quelque chose qui n'a pas de valeur en vérité, d'avoir la vie, puisque nous, en tout cas, nous pouvons avoir des enfants, et surtout nos dames peuvent avoir des enfants et donner la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut bien le comprendre. En dehors de ça, mis à part de faire des robots, on ne peut pas faire grand-chose au niveau en tout cas, on ne peut pas redonner la vie, recréer la vie par d'autres moyens que celles que l'on connaît en tout cas. Donc, si vous voulez, ces gens extraordinaires qu'on rencontre une fois dans notre vie marquent votre vie pour tout le temps. Alors, peut-être que ça a été réciproque, peut-être que moi également j'ai marqué un peu leur vie, mais c'est inoubliable. Et cet engagement qu'on a pris il y a maintenant plus d'une trentaine d'années, eh bien cet engagement s'est matérialisé très naturellement par la mise en place du Conseil national de l'Arménie occidentale, à Chouchi libéré, dans Chouchi libéré, par des hommes engagés, des hommes et des femmes engagés, par des intellectuels, par des gens de la société civile, se sont réunis pour pouvoir reformer, en tout cas former, le Conseil national d'Arménie occidentale et poursuivre une lutte qui sera là dans ces conditions plus juridiques, historico-juridiques, sur la libération de l'Arménie occidentale, c'est-à-dire de l'État arménien qui a reçu toute son indépendance et toutes ses reconnaissances en 1920. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots la mission de votre présidence et l'importance de l'Arménie occidentale dans le contexte arménien international? D'abord, au niveau de ma mission, il faut bien comprendre que nous avons trois institutions au sein de l'État d'Arménie occidentale. Nous avons la première des institutions, celle qui s'est formée à Chouchi, c'est le Conseil national d'Arménie occidentale, qui serait plutôt l'organe politique de l'Arménie occidentale. Nous avons ensuite la seconde institution qui s'est constituée, c'est le gouvernement de l'Arménie occidentale à partir du Conseil national. Là, c'est plutôt l'exécutif de l'Arménie occidentale. Ensuite, s'est constitué le Parlement de l'Arménie occidentale. Et là, c'est le législatif, c'est l'organe législatif de l'Arménie occidentale. Et la quatrième institution, qui est fondamentale, c'est à partir du Parlement de l'Arménie occidentale, à partir des députés élus par le peuple de l'Arménie occidentale, l'élection de la présidence de la République d'Arménie occidentale. Donc, excusez-moi, on a 4 institutions fondamentales, et donc le Conseil national, c'est l'organe politique aujourd'hui. Cet organe politique, il y a donc une déclaration, sur la base d'une déclaration de 13 articles, il mène un combat pour poursuivre sans cesse, malgré le fait qu'il y a aussi les 3 autres institutions, de poursuivre donc la réalisation de ces 13 articles. Donc ces 13 articles parlent particulièrement sur le fait donc, de la constitution d'un gouvernement, de plusieurs ministères au sein de l'Arménie occidentale. Et là, je pense au ministère de l'Information et de la Communication, je pense au ministère de la Culture, au ministère de l'Éducation, je pense au ministère de la Défense, je pense au ministère des Services intérieurs, qui font qu'aujourd'hui, en application de nos droits, nous avons par exemple une carte d'identité de l'Arménie occidentale et nous travaillons pour obtenir également un passeport de l'Arménie occidentale. Donc en fait l'exécutif, le gouvernement, il est là pour réaliser ce qui est décidé et par, bien entendu, la présidence
et par le Parlement, mais aussi ce qui est quelquefois, en tout cas, soufflé par le Conseil national pour pouvoir donc avancer dans la formation complète de l'État d'Arménie occidentale, indépendant et souverain, tel qu'il a été reconnu en 1920, et on reviendra sur cette question-là. Oui, merci. Quel défi majeur rencontrez-vous dans la réalisation de votre mission? Le défi majeur, c'est de pouvoir convaincre nos compatriotes. Convaincre parce que nos compatriotes ont vécu dans la falsification pendant plus d'un siècle. Et on a bien vu aussi par rapport à ce qui s'est passé en Alsace, cette falsification s'est poursuivie. Convaincre nos compatriotes, c'est leur expliquer qu'ils n'ont jamais été apatrides. C'est-à-dire qu'ils ont une patrie, même si cette patrie est occupée. D'avoir le statut d'apatride, ça signifie de n'avoir jamais eu de patrie. Et nous avons une patrie. Et je vous signale qu'aujourd'hui même, au sein même de l'Arménie occidentale, nous avons plusieurs millions encore d'Arméniens qui y vivent, bien plus que ceux qui vivent en Arménie orientale. Donc, le défi majeur, c'est en fait l'union de tous les Arméniens. C'est-à-dire de convaincre, d'expliquer, de donner les arguments pour que chaque Arménien se réconcilie avec lui-même. Parce qu'au fond de nous-mêmes, nous disons que nous sommes apatrides, nous disons par exemple, ça a été diffusé pendant des années, des dizaines d'années qu'il n'y a plus d'Arméniens en Arménie occidentale. Nous disons qu'on n'a pas de droit, on n'a jamais eu de justice. Mais il faut qu'on se réunisse et qu'on travaille sous l'égide d'un État, qui est l'État d'Arménie occidentale, pour pouvoir justement accomplir tout ce que, au fond de nous-mêmes, toutes les injustices qu'on a vécues. Et y trouver des solutions. Et nous avons travaillé dans ce sens, et bien entendu, et vous allez voir mes réponses concernant donc des problématiques de vie quotidienne des Arméniens d'Arménie occidentale. Puisque notre problématique fondamentale, c'est de convaincre notre population pour créer une force émergente de notre nation, de la nation arménienne, qui viendrait non pas à l'encontre des autres peuples ou des autres nations, mais qui viendrait prendre sa place, on va dire, dans la communauté internationale. Sa place, cette place qui est libre. La chaise, personne ne s'assoit dessus. Même aujourd'hui, l'Arménie de Yerevan, l'Arménie orientale, n'a pas bien compris où se trouve encore sa place, parce qu'il manque quelque chose. Oui. Quelles sont les principales priorités de votre gouvernement pour l'Arménie occidentale? Donc les principales priorités, au vu de la situation aujourd'hui, c'est des questions de sécurité. Puisqu'on voit bien qu'il y existe beaucoup de forces extérieures qui attaquent encore l'Arménie occidentale de différentes façons, jusqu'à nier son existence. Ça va au plus haut des fois, même des autorités de Yerevan. Donc, notre problématique, c'est de pouvoir justement mettre en avant, d'expliquer et de trouver des solutions à toutes ces problématiques qui sont, pour la plupart, d'ordre juridique. On le voit bien. Donc, d'un côté, la sécurité nationale, de l'autre côté, de la défense de nos droits. Nos droits sont issus, on va dire, de deux branches d'activité. Une branche qui est la branche d'État, c'est-à-dire un dossier juridique d'État qui a
plusieurs reconnaissances. Je ne connais pas un État dans ce monde qui a obtenu autant de reconnaissance que l'État d'Arménie constitué sur le territoire d'Arménie occidentale en 1920. Et de l'autre côté, donc une question juridique d'État, une question juridique des droits de l'homme également. Quel est le statut des Arméniens en Arménie occidentale ou en Artsakh, par exemple? Nos Arméniens, notre peuple, notre nation arménienne, est-ce qu'elle est une minorité religieuse, telle que tout le monde voudrait qu'on soit, qu'on ait ce statut, ou nous sommes une nation autochtone? C'est-à-dire que nation autochtone, ça veut dire qu'on existait avant ceux qui sont aujourd'hui, par exemple, les autorités qui sont aujourd'hui au pouvoir. Par exemple, si on parle de la Turquie, les Arméniens autochtones existaient bien avant qu'émerge un Turc sur nos territoires. C'est également pareil pour l'Artsakh. Les Arméniens d'Artsakh, c'est un peuple autochtone qui fait partie de la nation autochtone arménienne. Quand on parle de nation, on parle de nativité, c'est-à-dire des familles, des personnalités qui sont issues de la même nativité en réel. Donc il peut y avoir plusieurs populations, en fait plusieurs tribus, plusieurs familles, mais en fait qui sont issues de la même nativité et qui forment aujourd'hui la nation autochtone arménienne. Et en l'occurrence, notre Parlement, c'est réellement un Parlement autochtone, puisqu'il fonctionne sur les terres de l'Arménie, comme en Artsakh, en République d'Arménie, ou voire même en Arménie occidentale. Donc, notre mission consiste à la défense de nos droits et à convaincre la communauté internationale de ce que nous sommes réellement, puisque ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire que nous n'avons jamais cherché à faire partie de cette grande famille de la communauté internationale. Ensuite, il faut bien comprendre que la famille autochtone, les nations ou les peuples autochtones, représentent sur cette terre, sans compter les États autochtones, seulement des populations, 450 millions d'individus. Eh bien, nous n'hésitons pas, non seulement à défendre les droits de la nation autochtone arménienne, mais nous n'hésitons pas 5 minutes à défendre les droits de tous les peuples autochtones sur cette terre. Et donc c'est inscrit dans la Constitution nationale de la République d'Arménie occidentale. C'est un point incontournable de notre Constitution. Tout ce qui ira à l'encontre de nos droits, c'est précisé dans notre Constitution. Donc, par exemple, si on vous dit que la région de Karvajar se trouve en Azerbaïdjan, d'abord c'est faux, c'est occupé par l'Azerbaïdjan. Ensuite, c'est complètement contraire à notre Constitution nationale. Et donc, non seulement c'est faux, mais c'est aussi un crime de considérer que les territoires arméniens se trouvent sous l'égide d'autres États. Ils peuvent être occupés par ces États, mais n'appartiennent pas à ces États. L'occupation et la souveraineté, ce sont deux choses différentes. Il existe, le Nakhitchevan est une région occupée par l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, le Nakhitchevan faisait partie et fait toujours partie de l'Arménie de 1920, même occupée. Et quand ils ont soviétisé le Nakhitchevan, ils ont décidé de lui porter un nom précis, République autonome du Nakhitchevan. Ce qu'il y a d'important, c'est les soviets à l'époque ont gardé le nom du Nakhitchevan.
Alors qu'aujourd'hui, la dictature de Bakou ne garde pas le nom de l'Al-Sar. Vous voyez qu'il y a aussi un changement des noms. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle là de génocide, en fait, on ne parle pas seulement du génocide physique, on parle aussi de tout après le génocide physique, les déplacements forcés des populations, le changement des noms, la destruction du patrimoine culturel et par conséquent, la destruction du patrimoine immatériel. Très peu de gens parlent de cette destruction du patrimoine immatériel, puisque lorsqu'on perd nos savoir-faire ou nos savoirs traditionnels, c'est ce qu'on appelle la destruction du patrimoine immatériel. C'est-à-dire que tout ce que nos grands-parents, tout à l'heure vous m'avez posé une question par rapport à qu'est-ce qu'on a retenu de nos grands-parents, en tout cas de ce qu'ils ont vécu en Arménie occidentale, eh bien, c'est déjà bien qu'on ait pu retenir quelque chose, puisqu'il y a une volonté véritable et réelle d'éliminer, de détruire complètement le patrimoine immatériel des Arméniens d'Arménie occidentale. Et à ce titre, il faut bien comprendre qu'en 2004, lorsqu'on a reconstitué le Conseil national, c'était impératif de le faire. C'est-à-dire que si nous, de notre génération, nous ne faisions pas cet acte-là, nous ne reprenions pas à notre légitimité les droits de nos grands-parents, nous commetterions, nous aussi, un réel génocide. Et j'insiste sur cette question-là. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du génocide des Arméniens qui a eu lieu en Arménie occidentale, mais qu'on ne défend pas les droits des Arméniens, des rescapés descendants des Arméniens génocidés, dans ces conditions, on continue le crime de génocide. C'est ce point-là qu'il faut bien faire comprendre. Il n'est absolument pas question que des gens de notre tempérament se placent dans la poursuite du crime de génocide perpétré par les gouvernements successifs turcs ou azéris aujourd'hui. Absolument pas question. Après, bien entendu, on n'oblige personne de penser comme nous, mais il faut bien quand même se rendre compte qu'on a une part de responsabilité après par rapport à tout ce qui se passe. Puisque si on pratique le renoncement, si on pratique la falsification, si on pratique la négation non seulement de l'existence de l'Arménie occidentale, des droits des Arméniens, si on pratique ensuite le rejet total de ce que peut représenter l'Arménie occidentale pour l'avenir, et je dis bien pour l'avenir de la nation arménienne, dans ces conditions, eh bien, c'est la poursuite du génocide des Arméniens, et pas le génocide arménien, des Arméniens en Arménie occidentale et en Al-Sar. À ce titre-là, c'est pour cette raison que nous avons envoyé une lettre ouverte au Premier ministre de la République arménienne pour qu'il comprenne bien qu'on ne peut pas délimiter ou tracer des frontières sur des territoires où des génocides ont été appliqués à une population civile. Ce n'est pas possible sur le plan du droit international, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan du respect des familles qui ont été privées de leurs enfants, de leurs parents, qui ont tout perdu. Comment tracer ou délimiter une frontière sur le territoire d'une population autochtone qui a toujours vécu sur ces terres? C'est contraire, et je précise, au droit international. Comment travaillez-vous avec les Arméniens en exil pour promouvoir les droits de l'Arménie occidentale? Donc il faut bien comprendre qu'il y a un travail de préparation, d'apprentissage. Donc on a choisi par le biais des conférences pour essayer de renforcer la conscientiabilité de nos populations arméniennes en exil. Que ces populations puissent mieux comprendre par le biais d'un apprentissage quels sont réellement leurs droits.
Donc c'est tout ce travail-là à faire. Ensuite, il y a aussi un travail au niveau de la préservation de la culture, de la préservation de la langue arménienne. C'est fondamental. À ce titre, on peut remercier toutes les écoles arméniennes qui se trouvent à l'extérieur, qui font ce travail en permanence pour pouvoir justement protéger la langue arménienne et la culture arménienne. On peut aussi rendre un hommage à nos mères de famille qui, par la cuisine ou par, on va dire, leur sensibilité, ont toujours essayé, en tout cas, de transmettre à leurs enfants ou à leurs petits-enfants cette culture arménienne qui est au fond de leur cœur. Vous voyez, c'est pas évident pour le programme turc de pouvoir éliminer complètement tout ce que les Arméniens vivent et ressentent au fond d'eux-mêmes. Et il n'y arriverait pas. Un génocide ou plusieurs génocides n'ont pas suffi. Et c'est un appel aussi aux autorités turques et de Bakou. C'est un appel le génocide des Arméniens ne suffit pas pour éliminer tous les Arméniens. Donc il faut qu'ils réfléchissent, eux, en tant qu'autorités, d'autres solutions. Il faut qu'à un moment donné, ils comprennent que malgré le fait que les Arméniens aient subi autant de crimes, les Arméniens sont capables de tout remettre en place. Ils ont cette force intérieure, indestructible, de pouvoir tout refaire, tout reconstruire. Donc c'est impossible, véritablement et physiquement, de détruire la nation arménienne autochtone. Donc nous travaillons sur ces populations en exil, nous travaillons aussi sur les populations déplacées d'Artsakh. Avec elles, puisque les Arméniens de Chouchi ont sollicité directement, tous les Arméniens de Chouchi, le gouvernement de l'Arménie occidentale pour que le gouvernement de l'Arménie occidentale trouve des solutions, des cheminements pour défendre leurs droits. Et à ce titre, nous avons donc réuni les Arméniens de Chouchi en 2022, puis en 2023, pour pouvoir envoyer des requêtes directement à la Cour européenne des droits de l'homme. Et il se trouve que la Cour européenne des droits de l'homme a pris en compte nos requêtes qui sont en cours de traitement. Et donc pour nous c'est important, vous voyez, c'est important non pas seulement la sécurité nationale, la sécurité physique des populations, mais c'est aussi important de la mise à jour des droits des Arméniens. Aucune population, ni en Artsakh, ni en Gaza, ou ni ailleurs, ne doit subir des massacres, des pogroms, des génocides ou des déplacements forcés. D'autant plus, aucun crime pour personne, mais d'autant plus pour les populations autochtones, pour ces populations qui vivent sur cette terre-là, sur leur terre-là, depuis, 8 à 10 000 ans. Et pour nous, c'est très facile de pouvoir le prouver. Il suffit qu'on prenne l'ADN de notre population d'aujourd'hui, qu'on le compare à l'ADN des restes des populations qu'on a trouvées sur place, et je vais vous dire, c'est le même ADN. Vous voyez, donc on parle là de questions scientifiques pour régler la question du droit, pour témoigner et prouver de notre autochtonie, de notre ancienneté sur ces terres. Non seulement cette ancienneté, cette autochtonie, on la vit, bien entendu, par conséquent, on la vit au fond de nous-mêmes, mais en plus de ça, scientifiquement, on a toute capacité à montrer ça au monde entier. Et donc, de faire partie de cette communauté internationale et d'être à l'égal des autres. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que veulent les Arméniens autochtones? Ils veulent être à l'égal des autres populations qui vivent sur leur terre.
Donc, pourquoi? Je comprends qu'il y a le droit de vivre, mais en plus du droit de vivre, il faut avoir, surtout pour tous les peuples autochtones, également pour les Arméniens, le droit à exister comme ils le souhaitent, et pas comme le souhaitent les Turcs, le souhaitent les Azéris, ou je ne sais pas qui d'autre. Les Arméniens ont le droit d'exister comme ils ont toujours été. Comment envisagez-vous l'avenir des relations entre l'Arménie occidentale et l'Arménie orientale? Eh bien, en fait, c'est aussi de transmettre des messages à l'Arménie orientale, de lui expliquer les bases fondamentales que nous avons ne sont pas si différentes des bases fondamentales que l'Arménie orientale a, d'autant plus que vivent en Arménie orientale un nombre très très important, je peux même parler de presque 70% de la population, qui sont issus d'Arménie occidentale. Donc il faut bien comprendre que l'Arménie orientale a été le foyer de la nation orpheline arménienne d'Arménie occidentale. Ce sont des orphelins à Gyumri ou ailleurs qui sont venus et qui ont formé des familles et qui se sont implantés donc en Arménie orientale. Une grande partie de la culture de l'Arménie orientale vient de l'Arménie occidentale. On peut parler de Komidas, de Toumanian, on peut parler de différents intellectuels. C'est eux qui ont été non seulement le foyer national, mais le foyer culturel de l'Arménie orientale. Beaucoup d'Arméniens également se sont déplacés, surtout des Arméniens de Sassoun et de Tikranagert, se sont déplacés en Syrie du Nord, jusqu'au désert de Deir Zor. Donc, si vous voulez, dans toute la région, on a une population arménienne très forte qu'il faut considérer. Donc, il faut que l'Arménie orientale considère aussi les Arméniens d'Arménie occidentale et l'identité arménienne. Je comprends qu'il existe aussi d'autres minorités. Je ne me place pas, je ne parle pas des Arméniens comme une minorité, mais d'autres minorités comme les Yézdis, comme les Grecs, comme les Assyro-Chaldéens et d'autres minorités. Et c'est important de tenir compte et de savoir que ces minorités, par rapport au droit international, ont des droits en Arménie orientale. Mais il faut bien comprendre qu'il y a aussi des Haïs en Arménie orientale. Il y a une population d'Arméniens, des Haïs. Et ces Haïs, avant même d'être citoyens de l'Arménie orientale, avant même d'être citoyens, ils sont arméniens. Et donc, pourquoi y aurait-il une discrimination entre des populations et les Haïs en Arménie orientale? Moi, il faut m'expliquer, parce que je n'ai pas la réponse. Il faut absolument que les droits des Haïs, les droits des Arméniens, soient défendus en Arménie orientale. C'est fondamental. Et à ce titre, on peut considérer aussi les droits des Arméniens d'Artsakh. Les droits des Arméniens d'Artsakh doivent avoir des droits équivalents aux autres minorités ou aux autres populations. Ajoutez à ça que ce sont des populations autochtones. La question, ici, pour pouvoir un petit peu jouer avec les mots, on parle d'érapeniques et peniques. C'était les autochtones et les autochtones du lieu. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui est autochtone de Yerevan, il ne peut pas être autochtone d'Abaran, par exemple, ou d'Eshmiadzin. Ça n'existe pas. Ça, c'est une invention des formations politiques d'ici qui essaient de faire des différences
entre un autochtone de Massis, un autochtone de Yerevan, un autochtone d'Abaran ou d'Eshmiadzin. Les Haï, les Arméniens, c'est une nation autochtone sur leur territoire ancestral. On n'a pas besoin de parler d'autochtones d'un lieu. On dit autochtone d'un territoire. Et ce territoire, il commence en Artsakh pour se terminer en Cilicie. Et les Arméniens sont autochtones sur l'ensemble de ce territoire. Donc, si vous voulez, vous vous rendez compte qu'on doit essayer de convaincre les autorités de l'Arménie orientale et de travailler avec elles. Et éventuellement, si elles ne peuvent pas prendre en compte ou en charge un problème, à nous d'apporter aussi des solutions à ce problème. Et avant de conclure, avez-vous un message particulier que vous souhaiterez adresser à notre audience ou bien au peuple arménien en général? Bien entendu, donc, et c'est fondamental, le peuple arménien, je veux dire la nation arménienne, est indestructible. Tout le monde a essayé. Des coalitions internationales ont essayé en 2023, donc il y a un peu plus d'un an. Des coalitions internationales dont on connaît exactement les États qui font partie de cette coalition internationale ont essayé de poursuivre le génocide des Arméniens. Les Arméniens sont... Je leur lance un message. Ce n'est pas la peine. C'est beaucoup d'énergie de dépenser et c'est beaucoup d'argent de dépenser pour rien. Les Arméniens sont indestructibles. Et plus on va chercher à les détruire, plus ils vont se renforcer, plus ils vont s'organiser. Et les Arméniens ont une chose, la mémoire. Ils savent. Ils ont tout mémorisé. Tout ce qui s'est passé depuis 200 ans, tout est mémorisé. Bien plus, bien entendu, mais je parle de l'histoire contemporaine. Pour ça, c'est pour cela. J'invite les États, pour que notre communauté internationale ne franchisse pas les limites des crimes, respecte le droit international, respecte les engagements, par exemple, comme la Charte des Nations Unies, respecte aussi le droit à l'autodétermination des populations, respecte ce qu'ils ont eux-mêmes adopté, le droit des peuples autochtones, qu'ils arrêtent de procéder par des crimes contre des territoires, qu'ils arrêtent ce type de procédure conflictuelle, qui s'appelle en fait tout simplement la guerre. Génocide contre territoire ne résoudra rien. Ce n'est pas parce qu'une personne, par exemple des autorités de Yerevan, décide, je ne sais pas, un jour, peut-être cette personne s'est levée de travers, du pied gauche, n'a pas bu son café le matin, et décide que l'Artsakh soit à l'Azerbaïdjan, que l'Artsakh est à l'Azerbaïdjan. Ça ne fonctionne pas comme ça, le droit international. D'autant plus qu'en Arménie orientale, par exemple, il y a quand même une constitution qu'il faut respecter. Donc, le message que je veux transmettre à notre population, mais aussi à tous ceux qui veulent bien nous écouter, soyons ensemble, renforçons-nous ensemble. Nous avons tous des défis existentiels. Ce n'est pas en convoitant les biens d'autrui ou en détruisant les autres qu'on résoudra les problèmes. Surtout des problèmes au niveau d'un État. Nous ne parlons pas ici de forces terroristes ou alors de criminels en tout genre. Nous parlons d'État, de fonctionnement d'État. Donc
On fait tous partie d'une communauté qui est la communauté internationale. On doit pouvoir trouver des solutions, tout en respectant quand même l'ancienneté des populations. Je veux dire, par là, dans ces conditions, si on ne respecte rien, demain, je ne sais pas, peut-être que les Turcs d'Allemagne vont revendiquer l'Allemagne comme faisant une province de la Turquie. Je ne sais pas. Tout peut arriver alors dans ces conditions. Également en France ou ailleurs. Donc mon message est clair. Poursuivons notre combat. Réunissons-nous tous ensemble. Nous y arriverons. Et nous avons un potentiel inimaginable pour y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien enrichissant et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos efforts pour l'Arménie occidentale. Je vais vous rappeler que nous avons été invités par le président du Conseil national de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abramian. Merci d'être avec nous. Au revoir.